Merci Pierre. Donc, on va commencer cette session qui porte sur les cellules souches cancéreuses. Donc concrètement, les cellules souches cancéreuses, comme vous le savez, depuis leur découverte en 2001, notamment avec les travaux de Reya et al., ont révolutionné un petit peu le champ du cancer, puisque ces cellules souches cancéreuses, aujourd'hui, sont devenues une cible, et en particulier une cible thérapeutique pour de nombreux chercheurs dans le domaine du cancer. Alors, il faut savoir que notre compréhension des mécanismes qui régissent le contrôle de ces cellules souches cancéreuses, l'émergence de ces cellules souches cancéreuses, il a évolué ces dernières années. Ça a permis de définir aussi de nouvelles cibles thérapeutiques. Néanmoins, ces cellules et leur mode de détection restent encore relativement précaires, je dirais, notamment en clinique, puisque on voit que l'application clinique de la détection de ces cellules souches et leur intérêt de façon générale d'un point de vue diagnostique et pronostic reste encore limité. C'est pourquoi on a choisi au travers de cette session en fait de présenter un petit peu une session qui fasse le lien entre cellules souches cancéreuses, recherche translationnelle et puis bien sûr l'intérêt clinique de ces cellules avec différents orateurs qui vont vous être présentés par la suite, bien évidemment. Donc le focus sera vraiment sur ces applications-là et les cibles thérapeutiques également. Donc je laisse la parole à Christine. Merci Fabrice. Et donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Emmanuel Charaf-Geoffrey qui est en visio et qui a très gentiment accepté de venir faire une communication sur ce sujet. Donc Emmanuel Charaf-Geoffrey est médecin, pathologiste, PUPH à l'Institut Paoli-Calmette de Marseille et spécialiste du cancer du sein. Donc elle dirige actuellement une équipe de recherche INSERM au CRCM de Marseille sur les cellules souches cancéreuses dans le cancer du sein et dans une démarche de recherche translationnelle qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Donc, elle est également directrice de la plateforme de pathologie expérimentale au CRCM et à l'Institut Paoli-Calmette et impliquée dans de nombreuses sociétés savantes de cancérologie. Et elle est en particulier présidente du conseil scientifique de la Société française de cancérologie. Elle est également cofondatrice du réseau de recherche sur les cellules souches cancéreuses, Sunrise, que beaucoup parmi vous connaissent, et également très impliquée dans la formation de nos futurs jeunes chercheurs en cancérologie de demain, puisqu'elle est directrice adjointe de l'Institut Cancer et Immunologie en charge de la formation à Marseille. Donc aujourd'hui, elle va nous parler des cellules souches cancéreuses dans le cancer du sein, concept et implications cliniques. Emmanuel ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Très bien. Bon, parfait. Écoutez, merci pour cette introduction. Alors, j'ai un petit... Okay, je vais arrêter ça. J'essaie de partager mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Allô ? Pas encore. Oui, pas encore. Alors, voilà. Ça n'a pas marché. Voilà. Je pense que c'est bon. Oui, on voit. Très bien. Je vous remercie pour cette invitation et je suis vraiment très déçue et désolée de ne pas être avec vous dans cette jolie ville de La Rochelle. Bon, il n'y a évidemment rien qui remplace les échanges, mais je crois qu'on va pouvoir s'en sortir. Je serai disponible pendant évidemment toute la session cellules souches que j'écouterai avec grand intérêt pour écouter les intervenants qui sont derrière moi. Et je vous remercie, Christine, que je connais bien puisque tu fais aussi partie du réseau Sunrise dont tu as parlé, et Fabrice Laloué pour cette invitation aux premières rencontres interdisciplinaires de l'oncosphère Nouvelle-Aquitaine avec cette conférence sur les cellules souches et le cancer. Je vais vous parler plus spécifiquement de ce que je connais un petit peu mieux, qui est le cancer du sein. Comme tu l'as dit, nous, on essaie de développer dans le laboratoire des approches un peu translationnelles. Et je vais vous donner un exemple d'un travail qui est récent, qui n'est pas encore publié malheureusement, mais qui j'espère le sera bientôt. Alors, comme tu l'as dit, moi je suis pathologiste,
Donc, médecin, je fais essentiellement des diagnostics au quotidien et je fais notamment des diagnostics de cancer du sein. Et je suis confrontée tous les jours à cette hétérogénéité du cancer et du cancer du sein en particulier, comme on peut le voir sur cette diapositive, avec des cellules qui sont toutes cancéreuses, mais qui n'ont pas forcément toutes les mêmes marqueurs phénotypiques et qui n'ont pas souvent les mêmes propriétés. C'est un petit peu la base du concept des cellules souches dans le cancer. C'est de se dire que les cellules qui composent la masse tumorale n'ont pas toutes les mêmes capacités. Et dans ces capacités-là, il y a une capacité qui est une capacité pour l'instant princeps, qui est la capacité à initier des tumeurs. C'est ce qu'on appelle la tumorigénicité. Et je cite, on cite un peu tous, notamment ceux qui font du cancer du sein et des cellules souches, ce papier qui est un papier princeps, qui a décrit pour la première fois une combinaison de marqueurs qui a permis d'identifier ces cellules qui ont des capacités tumorigéniques, donc les capacités à initier des tumeurs dans des souris immunodéficientes, avec une combinaison de marqueurs CD44 élevé et CD24 bas. Les cellules qui ont cette propriété-là, vous le voyez, vous voyez ma flèche? Oui, on voit. Ouais. Les cellules qui ont cette propriété-là sont capables d'aller former en fait une tumeur sans cellules CD44+, CD24-, sont capables d'aller former une tumeur dans la souris immunodéficiente, alors que 20 000 cellules qui n'ont pas ce phénotype, CD44+, CD24-, mais qui peuvent être 24+, par exemple, ne sont pas capables d'aller en former, alors qu'elles sont toutes tumorales. Donc, on voit d'emblée l'importance fonctionnelle de cette hétérogénéité qui est aussi illustrée par ce travail qui a été publié par mon co-chef d'équipe, Christophe Ginestier, il y a déjà maintenant très longtemps, en 2007. C'est un travail auquel j'ai participé. J'ai eu la chance de participer quand on était tous les deux chez Max Vichat dans le Michigan. Et c'est un travail qui a mis en évidence en fait l'utilisation de l'aldéhyde déshydrogénase en tant que marqueur de cellules souches. Alors l'aldéhyde déshydrogénase, c'est une enzyme en fait, donc il n'y a pas que des marqueurs de surface qui peuvent permettre d'identifier ces cellules souches du cancer, mais il y a aussi des enzymes. C'est une enzyme qui est impliquée, vous le voyez ici, dans le métabolisme de l'acide rétinoïque, qui va permettre la transformation en acide rétinoïque pour permettre la survie, la croissance et qui amène au stemness et qui témoigne de capacité de stemness. C'est une enzyme qui a aussi un intérêt qui est un scavenger des ROS et qui permet donc de prévenir les lésions de l'ADN qui permet de détoxifier un petit peu la cellule. On le verra, ça peut avoir une importance particulière. Alors donc ce marqueur ALDH, on va appeler ça aldéfluor positif parce que aldéfluor c'est le test qui permet c'est un test commercial qui permet d'isoler ces cellules-là en cytométrie de flux et on a pu montrer que les cellules qui avaient cette propriété qui était aldéfluor positive étaient les cellules les plus tumorigéniques puisque 500 cellules aldéfluor positives, vous le voyez là, en rouge, sont capables d'aller former une tumeur, alors que 50 000 cellules aldéfluor négatives ne sont pas capables, ici en bleu, d'aller former une tumeur, toujours pareil, dans les souris immunodéficientes. Et de façon intéressante, et c'est une propriété constante de cette population tumorigénique, c'est qu'elle forme une tumeur qui reproduit en fait l'hétérogénéité de la tumeur initiale, à savoir que vous injectez 100% de cellules qui ont ce marqueur-là, l'aldéfluor, et vous obtenez une tumeur qui est hétérogène comme la tumeur initiale, c'est-à-dire qui comporte des cellules aldéfluor positives et des cellules aldéfluor négatives. Donc c'est à partir de ces capacités princeps que l'on peut isoler et que l'on peut confirmer qu'une population a des capacités de cellules souches cancéreuses. Donc,
tout ça a amené en fait un petit peu à dicter des espèces d'hypothèses et de concepts, de modèles sur les cellules souches dans les tumeurs essentiellement solides, mais aussi en hématologie. C'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Et dans cette masse tumorale, en fait, il y a une vision qui était la vision d'autrefois, une vision assez assez verticale, avec ces cellules souches qui étaient au sommet de la hiérarchie de la masse tumorale, qui étaient capables de se diviser et en se divisant, de s'auto-différencier, de s'auto-renouveler en donnant une cellule identique à elle-même et puis une cellule qui va s'engager dans la voie de la différenciation par différentes étapes qui ne sont pas détaillées ici, mais c'est juste pour le modèle. Et ces cellules souches qui s'auto-renouvellent donnent des cellules qui ont les mêmes propriétés indéfiniment, des cellules qui sont capables d'aller reformer des cellules souches et des cellules qui vont s'engager dans la voie de la différenciation, alors que les cellules différenciées, même si elles sont tumorales, ne sont capables que de donner des cellules différenciées à la base. Et au bout d'un certain temps, certaines cellules accumulent suffisamment d'anomalies pour décliner et pouvoir mourir. Ce concept qui est extrêmement hiérarchisé, extrêmement rigide, et a été actuellement très largement remis en cause. Et maintenant, on a évolué vers un modèle qui est beaucoup plus transversal, qui est beaucoup plus souple et qui intègre surtout une notion très importante qui est la notion de plasticité cellulaire. Ces cellules souches qui ont toujours les mêmes propriétés, c'est-à-dire la capacité à s'auto-renouveler, donner une cellule identique à elle-même, et à se différencier, c'est-à-dire donner une cellule qui va s'engager dans la voie de la différenciation. Cet axe-là, ces cellules différenciées redonnent toujours des cellules différenciées, mais la nouveauté, c'est que cette plasticité qui a été introduite relativement récemment, en gros ces 4-5 dernières années, montre que sous certaines conditions, ces cellules différenciées sont capables, elles aussi, d'acquérir à nouveau des capacités de cellules souches et de pouvoir redonner. Ces propriétés sont notamment présentes en cas de stress, et on le verra, notamment le stress d'une thérapeutique, et redonner des cellules souches. Donc ça change totalement en fait ça change totalement le concept et ça change totalement le modèle, et notamment en termes de réponse au traitement, ça modifie totalement le dogme qui prévalait depuis une vingtaine d'années avec ce modèle assez rigide. Et si on voit la tumeur comme une masse hétérogène de cellules à la fois souches cancéreuses et des cellules cancéreuses plus différenciées, eh bien, on sait que sous l'effet d'un stress qui peut être le traitement, qui peut fonctionner, c'est ce à quoi on est confronté en clinique tous les jours. Lorsqu'on dit qu'un traitement fonctionne, on a une masse tumorale qui fond, et parfois il ne reste visiblement quasiment plus rien, mais il peut rester un certain nombre de cellules, et c'est ce qu'on appelle la maladie résiduelle. C'est connu depuis très longtemps dans les leucémies aiguës, c'est décrit également au niveau des tumeurs solides, avec quelques cellules qui peuvent rester, à la fois des cellules souches, puisqu'elles sont décrites comme étant un peu plus résistantes au traitement, mais il peut parfois persister des cellules plus différenciées qui, sous l'effet de ce traitement, ont réacquis des propriétés de cellules souches un peu qu'on appelle cellules souches induites, que vous voyez là, en fait. Et donc, ce sont des cellules qui se seraient reprogrammées en fait en acquérant des capacités de cellules souches cancéreuses, et qui donc vont alimenter en fait la récidive tumorale. Donc ce concept est très important, à la fois le concept
de cellules souches et d'hétérogénéité pour la réponse au traitement, avec l'idée de pouvoir cibler ces cellules souches cancéreuses par des traitements spécifiques, puisqu'on sait qu'elles résistent à un certain nombre de thérapeutiques qui sont utilisées pour traiter le cancer. Et puis aussi l'idée de pouvoir prendre en compte cette plasticité qui peut être à l'origine de la récidive. Et c'est actuellement tout un challenge pour l'ensemble des chercheurs et des médecins. Alors, je vous montre là un petit peu ce que notre laboratoire a développé comme approche depuis déjà un certain nombre d'années, hein, une quinzaine d'années, en travaillant à partir, moi je suis pathologiste, donc on a accès de façon assez facilement à des tumeurs primaires. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je crois que je suis un petit peu longue. On a accès à des tumeurs primaires. On a mis en place une banque de xénogreffes, ce qu'on appelle des PDX, qui sont issus de ces tumeurs primaires. Et puis évidemment, on a accès à des lignées cellulaires. Et puis on a pas mal travaillé avec différentes approches, des approches de high throughput qui nous ont permis d'identifier des cibles ou des stratégies thérapeutiques. Et ces approches de high throughput, on les a testées pour pouvoir être actifs sur cette hétérogénéité tumorale. On les a testées dans des modèles précliniques, essentiellement nos modèles de PDX. Et puis l'idée, c'est de transférer un peu tout ça dans des phases cliniques pour pouvoir en faire bénéficier les patients. Et il y a des essais cliniques qui sont notamment issus des travaux qui ont été initiés au départ dans le Michigan à partir des travaux de Christophe. Cet essai, c'est un essai qui utilise la répertaxine dans les cancers du sein triple négatifs métastatiques. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus et je vais directement aller sur l'exemple que je vais essayer de vous développer dans un temps relativement court, qui est un exemple qui a été fait dans le laboratoire assez récemment à partir d'une population de cancers du sein qui ont été mis en xénogreffe. Donc, on utilise une technique assez bien rodée. Ça a été largement publié par d'autres et par nous. On a une certaine spécificité, c'est qu'on travaille en orthotopique dans des glandes mammaires qui sont humanisées par l'injection de fibroblastes humains issus de mammoplastie de réduction. Donc, on essaie de recréer un environnement qui est le plus proche possible de ce qui existe chez le patient. Et en faisant ceci, on a pu mettre en évidence, on a pu travailler à partir de pas loin d'une centaine de tumeurs du sein primaires. On a mis en évidence qu'il y avait un impact pronostique, c'est-à-dire que les patientes dont les tumeurs s'engraffaient facilement dans les souris, il y avait un impact pronostic, évidemment, c'est-à-dire qu'elles avaient un impact pronostic négatif. Et on a pu mettre en évidence également que ces tumeurs de patientes qui s'engraffaient dans les souris, il y avait un impact pronostic si elles exprimaient très fortement le marqueur de cellules souches, un impact pronostic péjoratif. Ça, c'est un travail qui est assez ancien, qui a été publié largement, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Cette banque de xénogreffes, elle nous sert de façon quotidienne à pouvoir expandre de façon indéfinie en fait notre population tumorale, pouvoir tester des approches thérapeutiques comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et ces approches thérapeutiques sont souvent des approches thérapeutiques anti-cellules souches cancéreuses. On a pu vérifier en fait dans ces xénogreffes qu'on avait cette organisation un petit peu hiérarchique, en tout cas cette hétérogénéité tumorale avec des cellules souches qui peuvent donner des cellules plus différenciées et que cette propriété est conservée au fur et à mesure des passages. C'est une chose qui est indispensable. Et puis, on s'est dit, on va regarder à partir de cette population de xénogreffes qui est très proche de la population de tumeurs primaires, on va pouvoir regarder la population de cellules souches cancéreuses. On les a
on les a sortis, triés en cytométrie de flux, on les a isolés et on a fait du profiling de cette population-là. Et on a pu mettre en évidence une signature de cellules souches cancéreuses qui, vous le voyez, a un impact pronostic, puisque les patientes, ça a été appliqué ensuite sur un ensemble de données publiques. Les patientes qui ont cette signature de cellules souches cancéreuses font des métastases plus précocement que les autres. Donc, il y a une valence clinique à ça. Et puis, on a regardé quels étaient les pathways qui étaient les plus impliqués, en fait, dans ces cellules souches cancéreuses par rapport aux cellules cancéreuses les plus matures. Et on a pu mettre en évidence de façon assez claire qu'il y avait beaucoup de gènes qui étaient des gènes qui étaient en rapport avec les lésions de l'ADN et la réparation de ces lésions de l'ADN. Vous pouvez le voir là-dessus, avec des gènes du mismatch repair, etc. Et donc, on a pu mettre en évidence un lien très fort entre cellules souches et lésions de l'ADN, et notamment le DNA damage response, comme vous pouvez le voir là. Et donc, nous avons par la suite, du coup, interrogé en fait quel pouvait être le lien entre ce mécanisme-là et l'initiation et la progression dans le cancer. Et on peut penser qu'à tous les stades, lorsque la cellule épithéliale va être challengée par un environnement qui peut être toxique et qui va créer des lésions de l'ADN, si ce système de réparation des lésions de l'ADN est intact, eh bien la cellule va évoluer vers la mort, vers la sénescence, et ça va faire une barrière au développement de la tumeur. Dans le cas des cancers, eh bien, ce système-là, il est défectif, il ne fonctionne pas bien. Et avec le stress oxydatif et réplicatif qui est appliqué par l'ensemble de l'activation oncogénique, eh bien, il y a une permissivité de ce système-là. Et donc, les lésions de l'ADN peuvent avoir lieu et ça crée une instabilité du génome. Le cancer peut se développer, mais peut probablement se développer jusqu'à un certain point. Sinon, même les cellules cancéreuses peuvent mourir. Et il est probable qu'à un moment donné de l'évolution de la tumeur, ce DDR, il est un peu restauré et il fait son rôle pour pouvoir sauver, entre guillemets, ces cellules cancéreuses. Et c'est cette restauration et probablement ce système-là, qui aboutit à la stabilisation du génome et qui permet une progression tumorale et une résistance thérapeutique. Donc, eh bien pour continuer là-dessus, nous avons investigué du coup le rôle de ce stress réplicatif dans nos cellules souches cancéreuses en ayant fait ce lien-là. Et ce que nous avons pu constater, c'est que vous le voyez ici, ça c'est la population de cellules souches cancéreuses. Et vous voyez ici, en utilisant donc ce marqueur qui est gamma H2AX, donc qui marque en fait ces lésions de l'ADN ou ces fourches de réplication qui sont bloquées, vous pouvez voir qu'on retrouve un niveau bien moindre de stress réplicatif, en tout cas de lésions gamma H2AX dans les cellules, dans les cellules souches cancéreuses qui se répliquent par rapport aux cellules les plus matures et les plus différenciées de la tumeur. Emmanuelle, le temps passe vite. Ouais, franchement, je vais aller plus vite parce que là, sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, on a pu mettre en évidence, bien évidemment, eh bien, il y avait des clusters de réplication, de façon bien différente dans les cellules souches et dans les cellules plus différenciées. Je vais aller un petit peu plus vite, par des techniques de peignage moléculaire. En fait, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les cellules les plus matures dans la tumeur avaient beaucoup plus de fourches bloquées et les cellules les plus souches avaient probablement on l'a montré par ces techniques de peignage moléculaire, avaient une vitesse de progression des fourches bien accrue par rapport aux cellules les plus matures de la tumeur.
Ce qui sous-tendait cette résultante qui est un stress réplicatif dans les cellules souches qui est bien moindre. Alors, on l'a vérifié in situ de façon clinique chez une trentaine de patients, où vous pouvez le voir ici, en jaune, c'est le marqueur de cellules souches, en violet, c'est ce marqueur de stress réplicatif, en fait, finalement. Et vous voyez que chez les patients, il y a très peu de cellules qui sont à la fois des cellules souches et qui ont ce stress réplicatif. Et ça a été vérifié. Bon, là, évidemment, j'ai choisi une zone où il n'y en avait pas. On en a compté des centaines de cellules chez une trentaine de patients et on n'en a quasiment pas trouvé, très, très peu. Donc, nous nous sommes dit, quel est le mécanisme qui fait que nos cellules souches ont un stress réplicatif beaucoup plus faible, avec une vitesse de progression des fourches qui est plus élevée, avec beaucoup moins de fourches bloquées. Et donc, c'est qu'il y a des mécanismes qui permettent de réagir au stress réplicatif qui sont plus activés dans ces cellules souches, et notamment la recombinaison homologue. Donc, nous avons investigué la recombinaison homologue, qui a comme star au centre de cette recombinaison homologue RAD51, et vous pouvez le voir là-dessus, sur les cellules souches qui sont en phase S, eh bien, vous voyez qu'on a beaucoup plus de foyers RAD51 que dans les cellules les plus matures. C'est assez évident sur cette diapositive. Et vous pouvez voir que les foyers RAD51 sont colocalisés avec ces lésions, ces fourches bloquées, et il est c'est décrit déjà dans la littérature. Ces foyers RAD51 vont au niveau des lésions, vont signaler sur ces fourches bloquées qui sont en remodelage qu'il y a une lésion, et le mécanisme de recombinaison homologue s'enclenche. Je suis désolé, on est en train de prendre beaucoup de retard. Est-ce que ça serait possible d'aller le plus rapidement possible à la conclusion pour qu'on puisse avoir une ou deux questions? Merci. Oui, je vais essayer. C'est vrai que je pensais qu'on avait un petit peu plus de temps, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc, la balance entre cellules différenciées et cellules souches, elle est beaucoup jouée par des mécanismes épigénétiques, et notamment les complexes polycombes, PRC1, PRC2. Au centre de ce complexe polycombe, on a PRC1, on a BMI1, et nous avons pu mettre en évidence, pour la première fois, qu'il y avait un lien très important, et donc une voie non canonique, une fonction de ce PRC1 et notamment de BMI1 dans le déblocage des fourches bloquées via RAD51. Donc, je vais aller très, très vite là-dessus. Je ne vais pas plus détailler ces mécanismes-là. Nous avons pu mettre en évidence que ce qui était important dans ce complexe PRC1, ce n'était pas le niveau de BMI1, qui, vous le voyez, est équivalent dans les cellules souches et dans les cellules matures, mais la localisation subcellulaire pour répondre au stress réplicatif, et notamment une localisation subcellulaire un petit peu particulière. Je vais y venir, notamment dans les cellules souches et dans les cellules plus matures, avec des gros foyers qu'on appelle des agrégats de PRC1 qui sont retrouvés dans les cellules matures au niveau des mégasatellites, et puis des foyers beaucoup plus fins dans les cellules souches qui sont retrouvés un petit peu partout, avec ce qu'on appelle donc ces PCG body dans les cellules souches, comme vous pouvez le voir là, qui sont localisés au niveau des fourches bloquées, alors qu'on ne retrouve pas du tout ce mécanisme-là dans les cellules les plus matures, où PRC1 est en fait attrapé au niveau de ces mégasatellites, qu'on appelle donc les cap body. Et donc, ça nous a amené à proposer en fait que la distribution nucléaire de BMI1 pouvait réguler la réponse au stress réplicatif dans les cellules souches en signalant les lésions via ATM pour RAD51 qui seraient réparées de façon spécifique
par ce mécanisme de recombinaison homologue qui est engagé dans les cellules souches et qui n'existe pas dans les cellules les plus différenciées. Nous avons mis ce mécanisme en évidence et lié ce mécanisme à un état de méthylation donc de l'ADN et notamment une méthylation de ces mégasatellites. Nous avons pu montrer que ce mécanisme-là était un mécanisme important puisqu'on l'a vérifié en utilisant et des inhibiteurs de BMI1 et des inhibiteurs de RAD51. Je vais vraiment très très vite là. Et nous avons pu mettre en évidence que ce mécanisme était un mécanisme qui pouvait intervenir sur la sensibilité de ces cellules souches cancéreuses à la chimiothérapie, et notamment une chimiothérapie qui induit beaucoup de lésions, comme le cisplatine, et qui est utilisée pas mal dans les cancers du sein triple négatif. Et donc, nous avons pu mettre en évidence que cet axe BMI1 RAD51 prévenait dans les cellules souches le stress réplicatif induit par le cisplatine, alors que ce n'était pas le cas dans les cellules les plus différenciées. Et nous avons pu mettre en évidence également, là vraiment, je vais super vite et je ne sais pas si c'est compréhensible pour vous, j'en suis vraiment désolée. Nous avons pu mettre en évidence que l'inhibition de RAD51 donc pouvait sensibiliser les cellules souches au cisplatine. Nous avons utilisé nos modèles de PDX pour faire ça et nous l'avons montré dans ces tests précliniques. Il y a actuellement, donc ça c'est de l'immuno qui a été faite sur des PDX qui ont été traités avec de l'inhibiteur de RAD51 ou cet inhibiteur avec du cisplatine, et on met en évidence de façon très claire que lorsqu'on utilise le cisplatine et l'inhibiteur de RAD51, on augmente le nombre de cellules souches qui ont des lésions, ces cellules marron, qui ont des lésions, qui ont des fourches bloquées, qui ont du stress réplicatif avec ce marqueur violet qui est gamma-H2AX. Voilà, donc je vais super vite. Je suis désolée de ne pas avoir géré ce temps. Je pense qu'un quart d'heure, c'était un peu juste pour moi, mais juste pour vous montrer cette démarche, en fait. Cette démarche qui permet, en fait, de partir de constats assez généraux, parfois dans cet exemple-là de signatures transcriptionnelles qui nous mettent en évidence des process, des pathways qui sont surexprimés dans ces cellules souches. Et puis ensuite, on est capable de dérouler des expériences un peu plus fondamentales que l'on essaie de valider dans des tests précliniques. Et l'idée de ça, dans la mesure où nous avons validé à la fois des biomarqueurs, vous voyez ce que je vous ai montré en immunohistochimie, ce double marquage ALDH, cellules souches et gamma-H2AX pourrait servir de biomarqueur pour suivre et pour voir si lorsqu'on utilise un inhibiteur, par exemple de BMI1 en combinaison avec du cisplatine, on arrive à sensibiliser les cellules souches qui sont quand même un petit peu résistantes à pas mal de chimiothérapie, notamment au cisplatine. Voilà, je suis désolée d'avoir dépassé ce temps et je suis tout à fait disposée à répondre à une ou deux questions si vous en avez. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions rapides dans la salle? Oui, Valérie. Bonjour, j'ai une question très rapide. Est-ce que les cellules souches cancéreuses qui sont induites post-traitement, donc les cellules matures qui ont réversé de phénotype, est-ce qu'elles ont aussi ce mécanisme BMI1 RAD51 qui est activé? Alors, c'est vraiment une excellente question. C'est quelque chose que nous n'avons pas encore investigué. Ces cellules souches induites, en fait, elles sont de description très, très récente. Donc, dans ce travail-là, elles n'ont pas été décrites. Enfin, on ne les a pas challengées pour ça. Mais ce qu'on sait de la littérature, c'est qu'elles ont des mécanismes de réaction et tout à fait similaires à ce qui est décrit pour les cellules souches natives. Au niveau transcriptionnel, on a fait un travail là-dessus. Elles sont vraiment superposées aux cellules souches natives. Et je pense qu'au niveau,
comme BMI1 en fait fait partie de cette régulation épigénétique, c'est probablement une des marques qui est la plus facile à réorienter sur des cellules qui vont se reprogrammer. C'est probablement un des mécanismes importants. C'est évidemment la question qu'on est en train d'adresser maintenant. Mais je n'ai pas la réponse. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'on ne va pas avoir le temps de passer à une seconde question. Donc, je vais laisser à présent... Merci encore pour votre intervention qui était particulièrement intéressante et qui a permis de remettre le focus sur ces cellules souches cancéreuses et en particulier les nouveaux mécanismes de plasticité au niveau de ces cellules et de résistance. Et bien sûr de sensibilité par rapport à ce que vous avez montré au traitement dans le cancer du sein. Je passe donc à la présentation suivante par le docteur Arnaud Potier. Donc, Arnaud Potier est chargé de recherche au CNRS. Il travaille dans le laboratoire XLIM de l'Université de Limoges. Alors, la particularité, c'est qu'Arnaud est physicien. Il développe depuis plus de 14 ans des travaux de recherche transdisciplinaires, en collaboration notamment avec mon équipe, qui portent sur de nouvelles approches d'analyse cellulaire basées sur l'utilisation d'ondes électromagnétiques et de diélectrophorèse haute fréquence. Donc l'utilisation de ces ondes permet de détecter les cellules souches cancéreuses et ouvre de nouvelles perspectives en termes de détection de ces cellules d'un point de vue clinique éventuellement. Je laisse la parole à Arnaud. Merci. Donc déjà, je vais vous rassurer, il va y avoir 2 équations, pas plus. Alors, de quoi je vais vous parler? Alors, je vais parler de champs électromagnétiques. Alors, pas forcément les champs électromagnétiques dans lesquels on baigne aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler d'ondes, de télécommunications ou ce genre de choses, mais je vais vous montrer qu'on peut également, sur ces signaux-là, faire des choses très intéressantes, et notamment dans votre domaine d'application. Je vais vous parler également de diélectrophorèse. Alors ça, c'est peut-être plus des phénomènes que vous avez l'habitude, l'électrophorèse, le western blot, mais c'est à peu près la même chose que l'on va voir. On va utiliser des réseaux d'électrodes qu'on va amener à des potentiels. Ces potentiels vont créer un champ électrique, et à partir de ces champs électriques-là, on va pouvoir manipuler les cellules, les regrouper, les écarter, les séparer. Et bien sûr, je vais vous parler de cellules souches, mais l'intervenant précédent vous en a parlé bien mieux que moi je pourrais vous en parler, donc je vais m'arrêter là-dessus. Ces fameuses cellules souches, de ce que Fabrice m'a expliqué, ce sont des cellules qui sont complexes. Ce que l'on a vu durant la présentation précédente, c'est qu'elles sont relativement limitées, très souvent cachées. Au sein de la tumeur, vous les trouvez dans des niches hypoxiques. Et donc, ces cellules-là, quand j'ai rencontré Fabrice, il m'avait expliqué qu'il y avait vraiment dans votre communauté une difficulté pour les trouver, pour les reconnaître. Vous avez la possibilité d'utiliser des marqueurs, mais ils restent génériques. Ce sont des marqueurs de cellules souches, je dirais, non pathologiques. Vous avez des marqueurs de prolifération, mais vous ne disposez pas de marqueurs qui seraient vraiment spécifiques à ces cellules-là en tant que cellules souches, mais cancéreuses. Vous utilisez également des approches d'identification qui peuvent être des tests fonctionnels, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, la capacité à régénérer des tumeurs, soit des embryons de tumeurs, des clusters, comme vous pouvez l'obtenir quand vous faites des tests en matrigel, ou directement des xénographes. La problématique qu'il y a derrière, c'est que ce sont des tests qui sont assez complexes à mettre en œuvre, qui sont longs, et qui, en termes d'implémentation clinique, sont assez peu crédibles. Donc, est-ce qu'il existe d'autres approches possibles? Est-ce qu'on peut développer ça? Et c'est là où c'est assez intéressant, quand vous venez nous voir, vous nous posez ces problématiques-là, et on regarde ensemble comment, de notre expertise, on peut arriver à proposer des choses pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Alors, le Graal, ce serait d'être capable de pouvoir différencier des cellules qui, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont hétérogènes dans la tumeur, qui sont différenciées, des cellules qui ont un caractère indifférencié où on voit différenciation, et bien sûr, la cellule mère, la cellule souche cancéreuse. L'idée que l'on a eue avec Fabrice, c'est d'essayer de voir si, sur autre chose que des propriétés pures biologiques, des propriétés physiques,
on pouvait trouver des pistes pour regarder ça. Alors ça existe déjà depuis un certain temps. Il y a des gens qui travaillent sur la morphologie, sur la taille, sur la déformabilité. Alors c'est typiquement des analyses qui peuvent se faire par fractionnement flux-force qui permettent de séparer les cellules. Nous, ce que l'on va essayer de regarder, c'est une notion de contenu cellulaire au sens physique, c'est-à-dire essayer de voir si les propriétés diélectriques, donc moi je vais vous parler de conductivité, je vais vous parler de permittivité, peuvent être discriminantes pour essayer de reconnaître ces cellules-là et voir les séparer. Donc, on va utiliser des outils dans notre domaine qui étaient faits pour faire de l'analyse de matériaux. C'est de la spectroscopie diélectrique typiquement. Alors, quand vous me parlez de cellules, vous voyez des choses très compliquées à l'intérieur, des cytosquelettes, des protéines, des choses comme ça que j'ai appris à appréhender. Mais moi, la vision que j'en ai, c'est quelque chose qui peut être un peu plus réducteur, beaucoup plus simple. Un milieu intracellulaire séparé du milieu extracellulaire par une membrane. Et ces différents milieux-là, on peut arriver à les caractériser sous la forme de conductivité, de permittivité. Alors, qu'est-ce que peut apporter l'utilisation d'ondes électromagnétiques pour faire ce type d'analyse? Alors, ce qui est assez intéressant avec les ondes électromagnétiques, c'est qu'on a un panel d'ondes qui est relativement important, notamment par les fréquences à laquelle elles fonctionnent. Et ces différentes fréquences-là vont avoir un intérêt parce qu'elles peuvent interagir avec différents éléments, différents compartiments à l'intérieur de la cellule. Si on utilise des ondes qui sont relativement basse fréquence, donc typiquement les ondes d'EDF jusqu'à une dizaine de kHz, là c'est typiquement la morphologie, la forme de la cellule avec laquelle les ondes peuvent interagir et peuvent nous informer. Si on utilise des ondes un peu plus haut en fréquence, jusqu'à une dizaine de mégahertz, là c'est plutôt les propriétés physiques, les propriétés diélectriques de la membrane. Sa capacité à empêcher l'onde de rentrer à l'intérieur, voire des mesures de conductivité que l'on peut faire au travers de ces membranes. Et si l'on travaille encore un peu plus haut en fréquence, là, la membrane elle devient transparente aux ondes et on a un outil qui permet de rentrer dans la cellule et d'interagir avec le contenu de la cellule. Et c'est ça qui est assez intéressant parce qu'on va avoir accès au cytoplasme. Et ces mesures-là, qui sont internes, peut-être qu'on peut en avoir une signature, et cette signature-là, elle peut être spécifique à certains types cellulaires. Et c'est ça qu'on va se servir, justement, pour sonder les propriétés intérieures des cellules. Et l'intérêt, c'est que cette façon d'interroger la cellule, elle est non destructive. On n'a pas besoin de faire de lyse. Elle ne nécessite pas nécessairement de faire un marquage. Et c'est là toute la force de la spectroscopie diélectrique. On peut même arriver à faire des analyses cellule par cellule. Pour cela, on peut disposer de nouveaux outils technologiques. Donc, peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a tout ce qu'on appelle les technologies microfluidiques qui permettent de réaliser des canaux très petits. Là, on est sur des échelles où la suspension cellulaire passe dans un petit canal qui fait une centaine de microns de largeur. Et grâce aux techniques de microélectronique, on peut y greffer des électrodes, on peut y greffer des tas de choses pour arriver à ce qu'on peut appeler des mini-laboratoires ou des laboratoires sur puce, lab on chip en anglais, qui nous permettent vraiment d'étudier à l'échelle de la cellule. Alors, à partir de tout ça, comme l'a introduit Fabrice, il y a vraiment tout un panel de choses qui nous ouvre à une recherche transdisciplinaire. Les ondes électromagnétiques, on va pouvoir les utiliser pour sonder et interroger les cellules sans marquage, avoir une signature qui va être globale. Je ne vais pas être capable de voir un élément dans la cellule, mais je vais voir une globalité. Et cette globalité, je peux voir des différences. Par exemple, si vous avez une différence de rapport nucléocytoplasmique, pour moi, ça va être criant. Si vous avez une certaine concentration en protéines par rapport à d'autres choses, la conformation de la protéine va faire que l'interaction avec l'onde va être différente. Et ça, on peut le voir. Ces technologies que je vous ai présentées tout à l'heure, elles vont permettre de faire des investigations à l'échelle de la cellule. Donc, ces laboratoires sur puce, ces capteurs microfluidiques à laquelle on peut greffer une électronique, amener de l'intelligence, amener une forme d'auto-apprentissage. On a des outils, en fait, pour arriver à avoir des choses qui vont être relativement performantes. Le domaine d'application qu'on peut cibler, si je suis là, c'est aussi pour l'oncologie, c'est pour développer des outils dans un premier temps à visée diagnostique, mais on peut envisager à visée pronostique et adresser des domaines de la médecine personnalisée. Alors la chance que j'ai, c'est que là où je travaille, sur l'université de Limoges, on a un écosystème qui est relativement riche pour adresser
de tels travaux de recherche. Bon, il y a l'équipe de Fabrice qui travaille autour de l'oncologie, accouplée au CHU avec un certain nombre de praticiens hospitaliers. Dans mon laboratoire XLIM, j'ai des collègues qui sont spécialistes de la conception de fonctions haute fréquence, des gens qui développent de la technologie et également des gens qui sont à l'interface entre la biophysique et l'interaction entre ondes et matière vivante. Et je me dis, et ça c'est un appel du pied que je vous lance, qu'à l'échelle de l'oncosphère, il y a également beaucoup d'opportunités sur lesquelles ces travaux de recherche-là pourraient encore plus s'élargir. Donc n'hésitez pas, venez discuter durant la pause, si on a la chance d'en avoir une. On verra ça. Donc si je reviens un peu plus aux cellules souches, la stratégie à Limoges consiste en fait à avoir des modèles qui peuvent se décliner à partir de lignées cellulaires en partant sur un état d'esprit où on va venir essayer de mimer le micro-environnement que l'on peut retrouver dans la tumeur, mimer cette niche hypoxique dans laquelle vous avez une vascularisation qui est relativement faible, donc très peu d'oxygène qui arrive, et également une absence de facteurs de croissance. Donc ce que fait le laboratoire Capture, c'est de partir sur une population de lignées, de la soumettre à une culture relativement stringente, dans des milieux de culture qui sont dépourvus en certains facteurs de croissance, voire en milieu hypoxique. Et donc ça amène à avoir une forme d'enrichissement en cellules fortement indifférenciées et un certain nombre de cellules souches comme population de référence. Et ça, il le montre très bien à partir des marqueurs que vous connaissez ou de tests fonctionnels, où on voit que sur des milieux de plus en plus stringents, on voit cette notion d'amplification avec ces clusters formés à partir à la base d'une seule cellule. Donc, à partir de ces approches de culture différenciée, on avait, il y a quelques années, mis au point des capteurs, des micro-capteurs, qui permettaient de caractériser les cellules. Vous les voyez ici. Et on a essayé de mesurer ces fameuses propriétés diélectriques, les notions de permittivité. Et vous voyez qu'en fonction des différentes cultures, on retrouve des différences relativement significatives sur ces propriétés diélectriques. Ça, c'est super. Que si on va encore plus loin, en ajoutant cette notion de sous-population sur des propriétés de taille, densité, on voit qu'on peut vraiment affiner ces caractéristiques diélectriques entre des cellules qui sont clairement indifférenciées et fortement enrichies en cellules souches. La problématique qu'on avait, c'est que sur ce type de capteur qui était très basique, on fixait les cellules, ça veut dire que derrière, on ne pouvait pas forcément en faire quelque chose d'intéressant pour la suite. Donc, cet nouvel indicateur de différenciation a été très intéressant et très motivant pour aller vers ce que je vous indiquais tout à l'heure, des formes de laboratoire sur puce, où là, on garde les cellules vivantes, on les amène dans des canaux microfluidiques sur des capteurs. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche, ce capteur-là, et qui nous permet d'analyser cellule par cellule. Alors, ce capteur-là, c'est quatre électrodes que vous voyez ici, qu'on amène à des potentiels différents. Donc, on crée ces fameux champs électriques magnétiques. Et quand on arrive à y placer une cellule, on peut jouer avec elle. Vous voyez ici qu'on fait varier la fréquence. Et en fonction de la fréquence du signal que l'on va venir appliquer, la cellule va réagir de façon complètement différente au champ électrique. C'était ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est là qu'arrivent les équations. Il n'y a pas pour longtemps. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de diélectrophorèse. Vous les connaissez bien, sur le Western blot, c'est exactement pareil. Vous avez une particule, quand vous la placez dans un champ, elle se polarise, et l'action du champ va pouvoir créer une force de déviation. Cette force de déviation, en fait, elle va dépendre du milieu extracellulaire dans lequel la particule est suspendue, et de deux choses. Bon, forcément, l'intensité du champ, plus vous tournez le bouton, plus la force va être efficace. Mais il y a ce paramètre-là qu'on appelle le facteur de Clausius-Mossotti, où en fait, on retrouve la notion de propriété propre à la cellule
et de propriété du milieu. En fait, c'est la différence de propriété diélectrique entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur qui fait qu'on est capable de la faire bouger de façon différente. Et là, on retrouve les notions de conductivité et de permittivité. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il existe des gammes de fréquences pour lesquelles ce facteur-là va être négatif, ça veut dire que la force elle va être répulsive, on va avoir tendance à les éloigner des électrodes, et il y a d'autres fréquences pour lesquelles on va être attractif, là on va les attirer. Et ça permet d'avoir une manipulation, une électromanipulation qui est sélective sur les caractéristiques qui sont propres aux cellules. On a un milieu, ce milieu-là il reste le même, et si vos cellules sont différentes, si vous choisissez bien ces fréquences-là, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui est séparatif par exemple. Donc, la clé, c'est de bien choisir cette fréquence-là. C'est typiquement le type d'allure, de comportement que l'on peut avoir en fonction des fréquences que je vous indiquais tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'il existe des fréquences particulières qu'on va plus facilement regarder, qu'on appelle des fréquences de transition. C'est les fréquences pour lesquelles ce facteur est nul. En fait, la force, il n'y en a pas. Il en existe deux, vous voyez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la gamme plutôt basse fréquence, si on regarde un peu comment le champ se comporte avec la cellule, en fait, le champ, il a vraiment du mal à pénétrer à l'intérieur. Il se localise au niveau de la membrane. Donc cette fréquence, cette première fréquence, c'est vraiment les propriétés membranaires qui la dominent. Donc on a un premier marqueur physique qui sont liés à des spécificités membranaires. En haute fréquence, là par contre, on voit bien que le champ, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais moi j'ai l'habitude de le voir, arrive à pénétrer à l'intérieur. Et là, on va avoir un marqueur qui va être vraiment intracellulaire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde deux populations que l'on va catégoriser comme différenciées et indifférenciées? Dans les indifférenciées, il y a un nombre de cellules souches bien plus conséquent. Mais si on regarde ces deux marqueurs-là, sur cet exemple-là, qui sont des cellules de lignée de glioblastomes, la première fréquence de transition, c'est pas évident de voir une différence. Moi, personnellement, j'en vois pas, Fabrice non plus. Donc après, si vous en voyez une, dites-moi. C'est vraiment pas très clair. Par contre, on la voit clairement sur la deuxième. La deuxième chose que l'on voit également assez nettement, c'est que l'hétérogénéité cellulaire, elle est clairement présente. Alors pour moi, ça a été dur, parce que du monde de la physique, c'est 1 ou 0. Pour vous, vous avez l'habitude de ça. Mais il faut faire avec. On retrouve le fait qu'on a des cellules qui ne sont pas arrêtées au même moment dans le cycle, au moment où on les mesure. Le contenu cellulaire n'est pas exactement le même, donc ça amène un gradient de signature. Par contre, ce qui est assez intéressant... Je vais te demander d'accélérer, de terminer le plus rapidement possible. Je pensais que j'avais de la marge, parce que... Mais bon, non. Merci. J'en ai pas pour longtemps. Je suis juste au transparent 320, donc ça va aller. Ces modifications-là, significatives, elles représentent vraiment des différences de contenu cytoplasmique. Et ça, on le voit d'autant mieux lorsqu'on rend la culture encore plus difficile, où c'est vraiment les cellules vraiment les plus résistantes qui vont pouvoir survivre. Là, on est à 21 jours de culture dans un milieu qui est dépourvu de facteurs de croissance. Et nous, ce que l'on observe, c'est vraiment un affinage de ces signatures où le pool de cellules qu'on va pouvoir considérer comme étant des cellules souches cancéreuses présente vraiment des fréquences de transition relativement faibles. Et ça, on le retrouve sur d'autres lignées. Là, vous avez 2 lignées de glioblastomes. Et l'on voit vraiment qu'on a cet affinage avec ici la culture la plus stringente où on enlève également l'oxygène durant la culture. Et cette corrélation négative, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on la retrouve sur d'autres modèles de cancer. On la retrouve sur du méduloblastome, on la retrouve sur du cancer colorectal. Il y a d'autres cancers, comme on a vu tout à l'heure, les cancers du sein, ça serait intéressant à regarder si on a une signature qui peut être plus générique, je dirais, de cellules souches cancéreuses. En tout cas, la différence entre des cellules différenciées et indifférenciées et cellules souches, on voit ce gradient-là. Maintenant, qu'en est-il pour des vraies tumeurs ? Dans le cadre d'un projet européen qu'on a mené avec Fabrice, on a travaillé avec l'université de Padoue, qui avait une banque de tumeurs de patients qui étaient capables de décliner en fait des cultures primaires là-dessus et de nous trier ces différentes
pseudo-lignée sur un marqueur membranaire de type CD103 et toute une batterie de tests qui montraient en fait que cette population-là était fortement enrichie en cellules souches cancéreuses. Nous, ce qu'on a vu clairement, c'est qu'on retrouve sur nos signatures à peu près le même comportement. Ce qui se passe de point de vue membranaire, il n'y a pas de réelle différence. Par contre, c'est encore plus criant sur ce facteur intracellulaire où l'on voit vraiment des différences significatives entre des populations qui sont considérées comme fortement différenciées et indifférenciées. Et donc cette corrélation-là, elle nous paraît relativement intéressante dans la mesure où on retrouve cette notion de signature plus faible. Juste le dernier. Maintenant, comment on peut faire? C'est ce que je vous disais un petit peu en préambule. On a des signatures qui peuvent être différentes, donc qui représentent potentiellement des cellules qui sont différentes. Et si on regarde ces fréquences de transition, il y a des fréquences intermédiaires qui peuvent être relativement intéressantes à utiliser, pour lesquelles on va avoir une force répulsive pour un type cellulaire et pour l'autre une force attractive. Et c'est des travaux que l'on mène à l'heure actuelle, développer des systèmes, des formes de cytomètres non plus optiques mais électromagnétiques, qui permettraient d'exploiter ces différences de signature. Là, vous avez un réseau de 2 électrodes. La plupart des cellules est repoussée par les électrodes, mais il y en a certaines, il n'y en a pas beaucoup, ça arrive de temps en temps, qui vont réagir de façon différente. Vous en avez une ici, là, parce qu'elle a des propriétés différentes, et donc on peut espérer arriver à les isoler, et derrière mener des analyses un peu plus complémentaires, comme ce que vous avez l'habitude de faire, mais cellule par cellule. Voilà, j'en ai fini. Je voulais remercier principalement tous les gens avec lesquels ces recherches se développent, et également nos financeurs, ils sont importants. L'Europe au travers du projet européen SAMCASTEC, mais également la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient au travers de différents programmes de recherche. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Question? Sébastien, tu as levé la main. Vas-y. D'abord, merci pour cette présentation avec des transparents. C'est de plus en plus rare. Non, en fait, plus sérieusement, est-ce qu'on sait quels sont les ions qui sont responsables de cette différence de propriété électromagnétique des cellules souches par rapport aux cellules différenciées? Alors, je pense qu'il n'y a pas que des ions. Ah. Les ions, en fait, alors le milieu dans lequel on travaille, il est ionique déjà. Donc on s'arrange à avoir un milieu de survie justement pour pouvoir avoir une différence de conductivité significative entre l'intracellulaire et l'extracellulaire. Beaucoup de mes collègues qui travaillent en basse fréquence, eux, ont des caractéristiques basées sur une différence de conductivité. Nous, ce que l'on regarde aux fréquences auxquelles on interroge, c'est l'effet capacitif, quelque part. La permittivité, c'est un effet où l'onde se propage, mais quelque part se déforme. En fait, il y a plusieurs facteurs là-dessus. L'eau, la concentration en eau, fait qu'on a 2 milieux, par exemple par rapport à un noyau qui serait beaucoup plus gros, par rapport à une grosse masse d'ADN, dans lequel l'onde ne va pas se propager exactement de la même façon. Si vous avez des protéines, en fonction de la fréquence de votre onde, ces protéines peuvent se réorienter également. Donc c'est un effet global qu'il y a derrière. C'est très difficile d'avoir la contribution d'une seule. J'ai des collègues qui essayent d'étudier, par exemple, sur différentes concentrations de protéines, quelles peuvent être la déformation de l'onde. Il n'y a pas de réponse évidente. La vision très simpliste que j'ai de dire que c'est un milieu global, ça masque le fait que derrière, à l'intérieur de la cellule, et c'est ce que vous voyez, c'est un mélange monstrueusement complexe. Donc, j'ai pas de certitude que c'est un élément. Je pense pas que ce soit un élément, mais c'est la conjonction de plein de choses qui permet d'avoir ces effets-là. Et je peux pas. Excuse-nous, Sébastien, parce qu'il y a une question juste derrière, et la dernière, parce qu'on est vraiment très précis. Oui. Je pense qu'il y a des petites mains qui viennent le changer tous les jours.
ou tous les 2 jours, comme vous avez l'habitude de faire sur une culture cellulaire traditionnelle. Je suis un petit peu dépassé là-dessus. Non, mais ce milieu de culture-là qui est utilisé, qui est dépourvu en facteur de croissance, les techniques de culture sont similaires avec des milieux normaux à base de sérum de veau. C'est-à-dire que de manière périodique, vous venez recharger votre mesure. Moi, le milieu que j'utilise, il est très ponctuel. C'est-à-dire que ma caractérisation dure quelques minutes. C'est-à-dire que post-culture, on vient mettre les cellules dans ce milieu de survie-là, on les caractérise, et si on les récupère derrière, on les remet dans un milieu de culture conventionnel. Non, j'ai peur. C'est pas trop juste, je suis désolé. Mais il y a la pause. Exactement, vous pouvez continuer pendant la pause café. On va essayer d'atteindre la pause café. Oui. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous. Merci Arnaud. Donc on va maintenant faire appel au professeur Lucie Carayan-Tapon. Bonjour Lucie. Donc Lucie est actuellement professeure en cancérologie radiothérapie à l'université de Poitiers. Donc elle est la chef du service cancérologie biologique du CHU de Poitiers, responsable de la plateforme de génétique moléculaire des cancers de Poitiers et responsable du groupe Gliome de l'unité INSERM 1084 équipe 1 à Poitiers. Et elle sera la future directrice de l'unité de recherche Pro17 de l'université de Poitiers. Donc, ses activités de recherche en oncologie ont commencé d'abord par l'étude du gène suppresseur de tumeur P14-ARF. Et elle s'est ensuite spécialisée dans l'étude de la gliomagénèse et de la biologie et de la génétique des cellules souches du glioblastome. Et elle a récemment développé une approche similaire sur les métastases cérébrales. Et aujourd'hui, Lucie va nous parler des cellules souches de gliome, caractérisation génotypique et fonctionnelle, cible et approche thérapeutique. Merci Christine, merci Fabrice de m'avoir invitée. Je vais vous parler de gliome et des cellules souches de gliome. Alors, qu'est-ce que c'est les gliomes ? Très rapidement, ce sont les tumeurs cérébrales les plus fréquents de l'adulte, avec une incidence qui est assez faible en Europe et avec un sex ratio où les hommes en auront un peu plus fréquemment que les femmes. Alors, ça provient de la transformation des cellules gliales, qui sont des cellules de soutien du cerveau, les astrocytes, les oligodendrocytes, et selon la cellule d'origine où la transformation va prendre lieu, on va parler d'astrocytome ou oligodendrogliome, et l'entité la plus évoluée, c'est le glioblastome, qui est une maladie très grave, puisque ceci, c'est un IRM, on voit bien la tumeur avec le contraste. Et jusqu'en 2016, ces tumeurs-là étaient classées au niveau histologique, au niveau ANAPAT, avec une variabilité inter-observationnelle très importante. Et récemment, donc à partir de 2016, la biologie moléculaire a intégré cette classification avec la recherche de 2 anomalies, IDH et la codélétion MP19Q. De cette manière-là, on a commencé à les classer d'une manière beaucoup plus poussée. Comme vous voyez, les oligodendrogliomes qui sont des bas grades, avec un survie qui va aller à 17 ans. Et de l'autre côté, comme vous voyez ici, les glioblastomes primaires, qui sont IDH non mutés, ils vont avoir une survie désastreuse, avec un survie qui va aller jusqu'à 1 an et demi. Alors, devant cette hétérogénéité, évidemment, la question qui est posée, c'est quelle est la ou les cellules d'origine ? Est-ce que c'est une cellule différenciée qui va devenir indifférenciée, qui va se dédifférencier plutôt, ou alors est-ce que c'est un progéniteur glial qui a été transformé ou un progéniteur astrocytaire ? Et à ces questions-là, les réponses sont venues, en effet, par l'identification de ces cellules souches dans les glioblastomes. Cette identification a été faite quasiment en même temps qu'au niveau des tumeurs du sein. Et comme on vous a parlé déjà du CD133, CD133, c'est un marqueur de cellules souches. Dans ce papier, ce qu'ils ont fait, les auteurs, c'est qu'ils l'ont en effet
isolé ces cellules-là, ils les ont injectées chez la souris nude et ils ont montré que quand on injecte chez la souris nude des CD133+, eh bien, on va avoir la tumeur qui sera la tumeur, le phénocopie de la tumeur d'origine que l'on voit chez le patient. Par contre, quand on injecte des CD133-, eh bien, on ne va pas avoir la tumeur se développer. Donc, on se retrouvait en effet sur cette modèle qui est l'organisation hiérarchique. Il y a une cellule souche qui va donner naissance, qui est transformée, qui est cancérigène, et qui va donner naissance à la tumeur avec cette différenciation. Mais dans la tumeur, il va y avoir une faible quantité de ces cellules-là. On est revenu sur le CD133 en 2010, puisqu'on a vu que quand on injectait les CD133, eh bien, dans la tumeur, elles allaient devenir des CD133-, vont aller devenir des CD133+, et ainsi de suite. On va se retrouver devant différents types de tumeurs, que ce soit morphologiquement parlant ou génétiquement parlant. Et on est maintenant devant une plasticité, devant une hétérogénéité de ces tumeurs. On en est revenu à essayer de les isoler, de les étudier, puisqu'il n'y a pas réellement un marqueur ubiquitaire, universel des cellules souches, en tout cas en ce qui concerne les glioblastomes. Donc, cette modèle hiérarchique d'évolution clonale, même maintenant, est communément accepté pour les glioblastomes. On a cette cellule souche du départ qui a été transformée, qui va lui aussi avoir une évolution clonale, va donner naissance des cellules non différenciées qui va former la tumeur dans son entièreté. Et très récemment, un exemple, un joli travail, et a bien montré cette hiérarchie invariable de cellules souches. Ces auteurs-là, ils ont barcodé les cellules souches, ensuite ils ont fait des injections sériées chez la souris, ensuite ils ont isolé la tumeur et ils ont regardé la séquence de ces barcodes. Ils ont vu que dans chaque tumeur, il y avait effectivement ces barcodes-là qu'ils ont pu séquencer. Donc il y a en effet une hiérarchie invariable de cellules souches. Alors, à partir de 2008, nous avons commencé à travailler sur ces cellules-là, puisqu'on sait que ce sont ces cellules-là qui vont initier la tumeur et qui vont être résistants aux thérapies. Alors, pour pouvoir les isoler, donc ça a été isolé à partir des tumeurs qui avaient été opérées dans le service de neurochirurgie du CHU de Poitiers, sont mis en culture. On regarde un certain nombre d'items, on va regarder l'autorenouvellement. Ensuite, on va regarder l'expression de cellules, de marqueurs souches, donc un certain nombre, CD133, SOX2, nestine, leur capacité de se différencier et puis leur capacité de former des tumeurs chez la souris nude et on va le comparer à la tumeur d'origine du patient. De cette manière-là, on a isolé une vingtaine de lignées. Et puis, on a commencé à faire leur caractérisation génotypique et puis fonctionnelle. On a fait un certain nombre de travaux sur leur chimiosensibilité. Je vais revenir sur stade 3, leur radiosensibilité et leur radiosensibilisation. Je vais vous parler rapidement de RAD51. Le micro-environnement, on a vu que ces cellules-là étaient capables d'émettre des embadophodes et contribuaient à l'angiogénèse, à cette niche hypoxique que mon prédécesseur a parlé, de glioblastome. Et puis, on a aussi regardé un petit peu un certain nombre de voies de signalisation de ces cellules-là. Alors, juste très rapidement, un petit diapo pour vous montrer qu'à l'époque, Poitiers était dans le cancéropole Grand Ouest et j'ai coordonné une appel d'offres interne en 2009. On a mis en culture 169 tumeurs en condition de sphère. Donc ces cellules-là, ils poussent sous forme de sphère, mais à un moment donné, un certain nombre vont mourir. Il va y avoir une crise, une apoptose. Et puis il y en a d'autres qui vont continuer à progresser et à donner naissance à ce qu'on va appeler des lignées. Et on a considéré que quand on passait le passage 6, on pouvait les considérer comme viables. Alors, on a mis en culture donc il y avait donc les équipes du Grand Ouest, 169 tumeurs qui ont été mis en culture sous forme de sphère, des glioblastomes dans la majorité des cas.
Et ce qu'on a vu, c'est que les gliomasphères viables provenaient surtout de cet haut grade. Donc, dans 36% de ces cas-là, on arrivait à mettre en évidence des gliomasphères viables. Et ceci était directement lié à la survie des patients. C'est-à-dire, quand on arrivait à passer le passage 6, les patients avaient une survie moins longue que pour les patients où il n'y avait pas cette viabilité, d'où l'importance de mettre en évidence dans la tumeur des patients ces cellules souches qui sont directement liées à la survie des patients. Alors, deuxième chose qu'on a fait, c'est on a regardé un petit peu l'état souche de ces cellules-là. On s'est demandé où est-ce qu'ils se situaient. Est-ce qu'ils étaient réellement dans ce compartiment souche? Est-ce qu'ils étaient dans un compartiment qui était des progéniteurs? On a mis en place un transcriptomique restreint avec des gènes, 98 gènes de pluripotence. Et puis, on a comparé l'expression au H1 qui est des cellules embryonnaires humains et puis au H9 qui sont des cellules embryonnaires humains aussi avec une différenciation neurale. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, c'est SOX2 qui semble être le gène qui maintient nos cellules en stemness, en fait. Ils sont donc dans leurs conditions souches par l'expression de SOX2. Mais ils sont évidemment ils sont engagés en différenciation, que ce soit astrocytaire, neural, oligo-androcytaire, mais aussi endothélial. Donc ils sont quand même dans une situation progéniteurs plutôt, mais pas complètement, donc ils ne sont pas réellement dans ce compartiment-là. Et ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il y a deux types de cellules souches, des cellules souches de gliome, selon l'expression de gènes de différenciation mésenchymale, donc os, muscles, etc., et qu'il y a une hétérogénéité dans nos lignées. Et cette hétérogénéité, on a un petit peu regardé quels étaient ces gènes. Il y a deux gènes qui ont été plutôt mis en exergue, qui discriminaient mieux ces deux groupes de cellules. C'était COL1A1 et IFITM1. On est revenu dans les tumeurs de patients et on a vu exactement la même hétérogénéité et la possibilité de discriminer deux populations de tumeurs. Et ceci est directement relié à la survie des patients. Les patients qui surexpriment ces gènes-là, eh bien, ils vont vivre plus longtemps que les autres. Alors ça peut être considéré comme un petit peu particulier, mais le même résultat avait été découvert aussi par Verrac et les collaborateurs, où les populations mésenchymales vont profiter aux traitements qui sont donnés à ces patients. Alors, cette hétérogénéité, on l'a aussi vue par rapport à la radiosensibilité de ces cellules-là. Alors, on a irradié ces cellules à 4 degrés et on a fait un cométacé et on a regardé les cassures en ADN et on a vu qu'un certain nombre, eh bien, en effet, il y avait des cassures à 4 degrés, mais par contre, un autre groupe ne cassait pas du tout. Donc, on les a irradiés beaucoup plus fortement, jusqu'à 16 degrés, et là, on a vu qu'en effet, quand on les titillait beaucoup, ils cassaient. Alors là, de nouveau, on a fait un transcriptomique restreint, cette fois-ci sur des gènes de réparation. Et tout à l'heure, Emmanuel a parlé du RAD51. En effet, le gène de RAD51 sur la voie de réparation de HR, eh bien, il y a une expression différentielle entre ces deux groupes de gènes. On le remarque aussi quand on fait des fossiles RAD51 et on a essayé de bloquer cette expression de RAD51 dans le groupe 2 et quand on le bloque, en effet, on commence à augmenter le pourcentage de cellules apoptotiques. Donc on peut en effet réfléchir à une radiosensibilisation en bloquant RAD51 dans ces tumeurs. L'autre cible potentielle est stade 3, puisque il y a quelques années déjà, on a montré que stade 3 est constitutivement active dans ces tumeurs, surtout au niveau de la sérine,
il y a une phosphorylation de la sérine qui est constitutivement active. Quand on bloque avec le statique, eh bien, on bloque la prolifération de ces cellules. Le traitement qui est utilisé dans les gliomes, c'est l'irradiation, concomitance avec le temozolomide, suivi de la temozolomide. Donc on a regardé un petit peu, si on mettait en plus la temozolomide, qu'est-ce que ça pouvait faire? Eh bien, quand on met le statique, donc inhibiteur stade 3 et le temozolomide, eh bien, on inhibe la prolifération de ces cellules. Alors, qu'en est-il des irradiations? Quand on irradie ces cellules, on augmente la phosphorylation en stade 3 de nos cellules. Et quand on met statique plus irradiation, eh bien, on inhibe la prolifération cellulaire. Et quand on revient dans les tumeurs des patients, eh bien, on voit qu'il y a une surexpression en sérine de stade 3. Et que ceci est relié directement à la survie des patients. Ceux qui vont surexprimer sérine stade 3 vont vivre moins longtemps. Alors, plus récemment, on a commencé à travailler sur la voie de signalisation hypo. Ça, c'est Pierre-Olivier Guichet qui l'a mené dans le laboratoire, qui est ingénieur actuellement dans le laboratoire, avec une analyse d'expression différentielle sur les données de TCGA. On a pu mettre en évidence un certain nombre de facteurs de transcription qui étaient différentiellement exprimés selon les différentes classes des gliomes. Et l'analyse d'ontologie génique a montré que c'était la voie hypo qui était particulièrement intéressante dans les tumeurs qui étaient IDH non mutées. Alors, cette voie hypo, c'est une voie très récemment travaillée, et dans les gliomes, il n'y a pas énormément de choses qui sont décrites jusqu'à présent. Alors, il s'agit d'une voie de gène suppresseur de la voie hypo, c'est une voie suppresseur de tumeurs. On a un corps de kinases qui seront phosphorylées selon un certain nombre de voies de signalisation. Et quand c'est phosphorylé, on a les effecteurs qui sont YAP1 et TAZ. Et quand la voie est active, eh bien, YAP et TAZ sont phosphorylés. Par contre, quand la voie est inactive, YAP-TAZ transloque dans le noyau et va permettre l'expression des gènes comme CTGFR, CIR61, AXL, etc. Alors, on a commencé à regarder donc, la régulation, l'expression... Lucie, oui, il reste 2 minutes à peu près. 2 minutes, j'écoute plus que de diapos. Voilà. Donc, ça, c'est nos travaux de recherche pour les années à venir. Alors, ce qu'on voit, c'est que la voie hypo est majoritairement inactive dans ces cellules-là. Voilà, donc je ne rentre pas dans les détails du blot. On a une localisation nucléaire selon les lignées. Là encore, on a vu une hétérogénéité de nos lignées. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces YAP1 et TAZ vont s'associer à d'autres facteurs de transcription qui vont de TET1 à TET4. Dans les gliomes, c'est plutôt TET3 et TET4 qui semblent être présents et qui semblent être activés avec une relation, une interaction avec YAP1. Alors, ce qu'on a vu, c'est que YAP1 est activé et contrôle la prolifération des cellules souches. Ça, c'est un papier qu'on a publié en 2018 avec une approche shRNA. On montre que quand on bloque eh bien, YAP1 et YAP2, on a une diminution de prolifération. Et on a une diminution aussi de la phosphorylation en sérine 10 d'histone 3. Et puis, ce qu'on a vu aussi, ce qui est intéressant, c'est que YAP1 va inhiber OLIC2, qui est un gène, le surrogate du phénotype preneural. Pardon, les gliomes sont classés avec la classification de Verac, c'est une classification moléculaire. On a classé nos lignées avec cette classification moléculaire et on a vu que dans nos lignées qui étaient preneurales, eh bien, YAP1 était moins exprimé que dans les autres lignées classiques ou mésenchymales. Quand on surexprime YAP1, eh bien, OLIC2 est inhibé. OLIC2 est un
marqueur preneural. Ceci, on le voit aussi dans nos patients. YAP1 surexprimé, OLIC2 ne le sera pas. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc YAP1 gère un petit peu le passage phénotype preneural mésenchymal. La même chose a été observée dans les bases de données publiques. Quand on regarde YAP1 dans cette signature mésenchymateuse, on a un enrichissement, alors que dans les autres, on ne l'a pas. Et celui-là, on a publié en 2018. Puis, chez les patients, on a vu que YAP1 et TAS sont des biomarqueurs de mauvais pronostic, notamment dans les bas grades. On a une discrimination assez importante avec les survies des patients, surtout dans les bas grades, dans les hauts grades, ce n'est pas le cas. Quand on a une surexpression de YAP1, eh bien, on va avoir une meilleure survie de nos patients. La même chose avec TAS. Dans la composante tumorale. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde la composante vasculaire de ces cellules-là, eh bien, on a vu aussi qu'il y avait une surexpression dans la composante vasculaire des glioblastomes IDH wild type par rapport aux autres, et ceci est directement relié à la survie des patients. Voilà, c'était ma dernière diapo. Donc, je voudrais remercier toute mon équipe. Donc, comme disait Christine, ces travaux ont été faits dans l'unité INSERM 1084, l'équipe 1, la partie cellulaire et puis la partie moléculaire dans le laboratoire de cancérologie biologique. Et on va être évalué au mois de novembre par la SERS pour avoir une équipe prodicée, une équipe de recherche universitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Le temps pour une ou deux questions? Oui, Sébastien? Je ne sais pas si la réponse à ça, Lucie, est-ce qu'on sait quel est le phénomène qui est responsable de la formation des sphères? Est-ce qu'on sait quelles sont les molécules les molécules physiques, ouais. d'adhésion, etc. Ouais. Là, on n'a pas réellement regardé ça. Ce qu'on sait, c'est que quand on extrait la tumeur, on dit ça, et qu'on le met en culture dans des conditions de culture particulières avec des facteurs de croissance définis, eh bien, ils vont pousser sous forme de sphère et c'est communément accepté que ce sont les cellules souches et après, on les caractérise. Mais au niveau physique, je ne saurais pas le dire, mais il y a aussi, en effet, des molécules qui sont... Mais est-ce que ça veut dire que si jamais on inhibait la formation des sphères, à ce moment-là, les tumeurs seraient moins agressives? Absolument, ouais. il y a une plasticité, c'est-à-dire quand on enlève les facteurs de croissance et qu'on met du sérum, de veau fétal, ils vont s'étaler et ils vont se différencier, ils vont commencer à perdre l'expression de marqueurs souches et ils vont commencer à augmenter l'expression de marqueurs de différenciation. Merci. Dans la salle? Non. Alors on va peut-être passer à la communication suivante. Lucie. Donc c'est ma voisine Christine Varon qui est professeure de biologie cellulaire à l'université de Bordeaux. Christine fait partie de l'unité INSERM U1053 Baryton. Donc Christine développe des projets de recherche sur l'étude de la signalisation oncogénique et des cellules souches impliquées dans la carcinogénèse gastrique qui est induite par Helicobacter pylori. Alors elle s'intéresse plus spécifiquement à la caractérisation de ces cellules souches et au ciblage de ces cellules souches cancéreuses dans le cancer gastrique pour développer de nouvelles thérapies éventuellement dans le cadre et stratégies thérapeutiques dans le cadre de ce cancer. Donc il faut savoir que l'équipe de recherche de Christine est adossée au Centre national de référence des hélicobactères. Je crois que c'est important à ce niveau. Je te laisse la parole pour une présentation qui va porter sur cellules souches cancéreuses dans le cancer gastrique, caractérisation et ciblage. Merci Fabrice. Donc le cancer gastrique, c'est actuellement la 4e cause de mortalité par cancer dans le monde. Donc c'est un cancer qui est de très mauvais pronostic, avec un taux de survie à 5 ans qui est faible.
Donc ce sont des tumeurs qui sont très hétérogènes au niveau à la fois histologique et moléculaire et dont les traitements actuels restent essentiellement basés sur des chimio- et radiothérapies conventionnelles avec peu ou pas de thérapie ciblée. Donc c'est une maladie qui est multifactorielle mais dont la principale cause reste actuellement l'infection chronique par la bactérie Helicobacter pylori. Donc Helicobacter, c'est une bactérie à gram négatif qui colonise plus de 50% de la population mondiale. Donc cette bactérie a été isolée pour la première fois dans les années 80 par 2 pathologistes australiens qui ont ensuite obtenu le prix Nobel de médecine en 2005 pour avoir montré son association avec le développement de la gastrite et des maladies ulcéreuses. Donc cette bactérie a également été classée carcinogène de niveau 1 par l'IARC. C'est au même titre que le tabac avec le cancer du poumon, par exemple, puisqu'elle est responsable également de développement de cancer de l'estomac, principalement des adénocarcinomes, qui surviennent chez à peu près 1% des sujets infectés. Donc les adénocarcinomes gastriques sont très hétérogènes et composés d'une sous-population rare de cellules souches cancéreuses qui, comme vous l'avez entendu par avance, sont des cellules qui ont des capacités d'autorenouvellement, de division asymétrique et de différenciation, étant à l'origine des cellules plus ou moins différenciées qui composent la masse tumorale. Donc elles sont à l'origine de la formation de la masse tumorale, mais également de la résistance aux traitements conventionnels de chimio et de radiothérapie, et ainsi à l'origine des récidives et de la dissémination métastatique. Donc au laboratoire, nous nous intéressons à la fois aux mécanismes moléculaires de la carcinogénèse gastrique en utilisant des modèles d'infection par Helicobacter pylori qui reproduit les étapes conduisant au développement du cancer. Et nous étudions également les cellules souches cancéreuses dans le but de développer de nouvelles stratégies de ciblage basées sur ces cellules. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer les résultats de l'équipe qui date maintenant d'il y a quelques années où nous avons cherché à identifier des biomarqueurs de ces CSC pour pouvoir les étudier et les cibler. Donc, pour ça, nous avons développé des modèles de xénogreffe de tumeurs dérivées de patients chez la souris pour obtenir des modèles stables chez l'animal. Donc, le taux de succès est d'à peu près 20% pour ces modèles. Et à partir des tumeurs secondaires obtenues chez l'animal, nous avons analysé l'expression des marqueurs putatifs de CSC qui étaient décrits à cette époque-là. Donc nous en avons analysé une douzaine. Et nous sommes intéressés plus particulièrement à CD44 et LDH qui sont exprimés dans seulement 30 à 15% des cellules formant la masse tumorale. Donc vous avez ici une image représentant le marquage à LDH en vert, CD44 en rouge dans une tumeur sphère. Et ici, un exemple du marquage de CD44 dans une tumeur, où vous voyez vraiment qu'on a un petit contingent seulement qui est marqué. Donc, nous avons ensuite réalisé des expériences de tri par fax des cellules sur la base de l'expression de ces marqueurs pour étudier leurs propriétés tumorigéniques, donc dans des modèles de sphéroïdes in vitro et dans des modèles murins, où nous avons greffé les cellules en dilution limite de 10 000 jusqu'à seulement 30 cellules par souris. Donc, nous avons montré que ce sont les cellules qui expriment CD44 ou la LDH qui forment plus de tumeurs sphères et plus de tumeurs in vivo que les cellules négatives pour ces marqueurs. Et au final, nous avons déterminé que la fréquence des CSC, CD44+, à LDH+, a été de l'ordre de 0,1 à 3,5% des cellules formant la masse tumorale. Donc vraiment seulement une toute petite population de ces tumeurs. Quand on regarde d'un peu plus près ces sphéroïdes, lorsque les sphéroïdes sont petits, jeunes, ils sont composés essentiellement de CSC, positifs pour la LDH et CD44. Et au fur et à mesure que ces sphéroïdes vont grossir et se différencier dans le temps, on va voir apparaître cette hétérogénéité tumorale qu'on retrouve chez les tumeurs de patients, avec apparition de cellules CD44 plus rouges, mais à LDH moins, donc pas vertes, et chez des tumeurs sphères encore plus âgées, des cellules doublement négatives, à la fois pour CD44 et pour la LDH. Donc, nous avons étudié les propriétés tumorigéniques de ces 3 sous-populations de cellules, et nous avons montré que ce sont les cellules double positives pour CD44 et la LDH, ici pointées en jaune, qui forment plus de tumeurs sphères in vitro, par rapport aux cellules simples négatives CD44+, à LDH-, qui correspondra à des cellules un peu plus différenciées, un peu moins souches, des progéniteurs probablement.
Et les cellules double négatives, CD44-, LDH-, elles sont très différenciées et ont perdu ces propriétés tumorigéniques. Quand on regarde également de plus près à ces sphéroïdes marqués pour la LDH et CD44, lorsqu'on marque ces tumosphères viables, on s'aperçoit que les cellules souches vertes ne sont pas capables d'incorporer un marqueur de l'ADN classique qui est le HUSHT. Et donc ça mettait en avant des capacités de ces cellules à effluer les molécules à l'extérieur de la cellule. Et ça suggérait donc des propriétés de chimiorésistance par efflux de drogue. Et en effet, lorsqu'on utilise un inhibiteur pharmacologique des pompes à efflux, ici le verapamil, eh bien on peut voir qu'on arrive à restaurer cette incorporation de HUSHT dans les CSC. Et donc d'un point de vue de chimiorésistance, vous pouvez voir ici, donc les tumosphères sont très résistantes au traitement classique par le 5-fluorouracile et un peu moins ici au traitement par la doxorubicine. Et lorsqu'on combine le traitement avec le verapamil, l'inhibiteur des pompes à efflux de drogue, eh bien on sensibilise très nettement les CSC à la chimiothérapie conventionnelle. Donc nous avons ensuite essayé d'identifier les voies de signalisation cellulaire surexprimées dans les CSC et pouvant contrôler leurs propriétés afin d'identifier des cibles, bien sûr. Donc pour ça, nous avons réalisé des tris par fax à partir de tumosphères sur la base de l'expression du CD44 pour isoler les CSC CD44+, d'une part, et les cellules non CSC CD44-. Nous avons réalisé une analyse transcriptomique différentielle. Comme vous pouvez le voir, les cellules CD44+, expriment beaucoup plus les marqueurs souches par rapport aux cellules CD44-, et elles expriment très peu de marqueurs de différenciation gastrique, les cellules souches étant très souvent indifférenciées. Et quand on regarde les voies de signalisation suractivées, eh bien, on a pu identifier, comme ma collègue Lucie précédemment, la voie hypo-YAPTAZ-TED. Donc cette voie de signalisation, comme l'a présenté Lucie, c'est une voie qui contrôle la taille des organes au cours du développement embryonnaire. Et lorsque ces kinases tumeurs suppresseurs sont mutées, invalidées, elles indiquent chez la drosophile un phénotype de gros appelé hippopotamus et qui a donné ce nom hypo à cette voie de signalisation. Les effecteurs en aval, réprimés par ces tumeurs suppresseurs, sont YAPTAZ et les facteurs de transcription TED. Ce sont des oncogènes. On les trouve surexprimés dans les cellules souches de nombreux organes et en particulier dans le tractus digestif. Et lorsqu'ils sont suractivés, ils peuvent conduire à la formation de cancer. Alors, dans le cancer de l'estomac, ont été décrits à la fois une faible expression des tumeurs suppresseurs hypo et une surexpression des oncogènes YAPTAZ qui est associée à un plus mauvais pronostic et au risque de développer des métastases. Quand on a regardé au laboratoire sur des coupes de tumeurs de patients le profil d'expression de YAP, bien vous pouvez voir que seule une petite partie des cellules va surexprimer ce YAP nucléaire actif, ce qui suggérait qu'il pouvait s'agir des CSC. Donc on a voulu voir si en bloquant cette voie de signalisation, on pouvait cibler les CSC. Et pour ça, on a utilisé un inhibiteur pharmacologique qui s'appelle l'avertéporphine, qui bloque l'interaction entre YAPTAZ et les facteurs de transcription TED. Et donc cet inhibiteur bloque l'activité transcriptionnelle de TED, ici avec un système rapporteur luciférase, et bloque également l'expression de toute une batterie de gènes cibles en aval des TED. Donc cet inhibiteur pharmacologique de YAPTAZ-TED eh bien, bloque également l'expression du marqueur souche CD44 dans les différents modèles gastriques testés et diminue également l'activité du marqueur souche ALDH. Donc on a ensuite utilisé la vertéporphine dans le cadre d'un traitement préventif sur la formation de sphéroïdes. Et la vertéporphine inhibe la formation de tumeurs sphères dans tous les modèles testés, y compris dans ces cas qui sont des tumeurs dérivées de patients. Et lorsqu'on l'utilise en curatif, c'est-à-dire sur des sphéroïdes déjà formés, la vertéporphine est également capable d'induire une régression des sphéroïdes déjà formés. On l'a ensuite utilisé in vivo dans des modèles de xénogreffe de cancer gastrique. Et le traitement par la vertéporphine diminue la croissance tumorale au cours du temps, c'est la courbe verte. Et lorsqu'on regarde les tumeurs résiduelles post-traitement, on peut voir qu'on a moins de cellules exprimant les marqueurs souches, CD44 et LDH. Les tumeurs résiduelles sont moins prolifératives
ici avec un index Ki67 plus faible. Et lorsqu'on récupère ces cellules tumorales résiduelles et qu'on les ensemence en conditions de culture en 3 dimensions in vitro, elles sont moins capables de former des sphéroïdes, montrant que la vertéporfine a bien ciblé la population de CSC et leurs propriétés. Donc actuellement, une doctorante au laboratoire, Lornella Srinivasan, qui est là aujourd'hui, utilise une autre stratégie pour cibler cette voie, qui est le ciblage par le Leukemia Inhibitory Factor, le LIF, qui est un membre de la famille des cytokines IL-6 et qui est capable, via la liaison à son récepteur, d'activer les kinases hypo et donc normalement de réprimer l'activité YAP-TAZ-TED. Donc Lornella a montré dans ses travaux qu'effectivement un traitement par le LIF est capable de diminuer l'expression nucléaire de YAP et également de son paralogue TAZ, et que ceci est associé à une baisse de l'activité transcriptionnelle des facteurs de transcription TED. Le traitement par le LIF diminue également l'expression de nombreux marqueurs souches dans les modèles gastriques, et en particulier l'expression de CD44 et de la LDH. Et vous voyez, on a une augmentation d'incorporation de Hust, suggérant que ça lève ce phénomène de chimio-résistance des CSC. Donc le LIF est également capable d'inhiber la formation de tumeurs sphères in vitro. Et nous avons ensuite utilisé un inhibiteur pharmacologique de la voie hypo, le XMU. Et nous avons montré qu'en présence de XMU, eh bien, le LIF n'est plus capable d'inhiber la formation des tumeurs sphères, ce qui démontre bien que cet effet antitumorigénique du LIF passe par l'activation de ces kinases de la voie hypo et la répression de ces oncogènes YAP-TAZ-TED. Donc, nous avons ensuite combiné le LIF avec certains traitements de chimiothérapie comme le 5-FU et la doxorubicine, et nous montrons que la combinaison de traitements est intéressante puisqu'elle permet de diminuer significativement la formation des sphéroïdes par les CSC. Donc Lornella, grâce à un soutien de la Ligue, est actuellement en train d'évaluer l'effet du LIF sur l'invasion spécifiquement des CSC dans des modèles où les sphéroïdes sont inclus en 3 dimensions. Et elle évalue également l'effet antimétastatique du LIF dans un modèle de xénogreffe orthotopique que nous avons récemment développé, où la greffe de cellules directement dans l'estomac est capable d'induire des métastases dans le foie et les poumons, à l'image un peu de ce qu'on a dans la maladie chez les patients. Donc nous nous intéressons également à l'étude de l'expression du LIF récepteur sur des coupes de tumeurs de patients, sur des tissus micro-eurés de 179 cas que nous avons pu générer en collaboration avec le CHU de Bordeaux, de manière à essayer de déterminer le pourcentage de cancer gastrique exprimant le récepteur au LIF et donc susceptible de pouvoir être réceptif à un traitement par le LIF, et voir également l'association avec les données clinico-biologiques de ces patients. Donc maintenant, d'un point de vue plus fondamental, si on revient en amont du processus, dans les phases de carcinogénèse gastrique, est-ce que cette voie est également impliquée dans l'émergence des CSC? Donc nous avons montré il y a quelques modèles, dans des modèles murins, il y a quelques années, dans des modèles murins d'infection chronique par les bactéries du genre Helicobacter, que l'infection à Helicobacter va induire au cours du temps et au cours du développement des lésions prénéoplasiques des cellules CD44+, possédant ces propriétés de CSC. Nous avions montré que cet effet passe par une oncoprotéine bactérienne produite par la bactérie, KAGA, qui induit une transition épithélio-mésenchymateuse conduisant à l'émergence de ces cellules CD44+, possédant les propriétés tumorigéniques et invasives des CSC. Donc, dans ces modèles, nous avons montré qu'au cours de la gastrite et de la métaplasie induite par l'infection à Helicobacter, nous avons, de manière concomitante à l'apparition des cellules CD44+, eh bien, une forte augmentation d'expression de YAP et également de son régulateur négatif, LATS2, une des kinases de la voie hypo. Donc, au niveau moléculaire, nous avons confirmé dans des modèles de culture que l'infection par la bactérie était capable d'induire une augmentation d'expression de tous ces acteurs, YAP, LATS2 et également TAZ, et également une signature moléculaire forte de cette voie de signalisation. Et par une approche d'ARN interférence ciblant YAP et TAZ, nous avons montré en fait que l'inhibition de ces oncogènes était capable de bloquer l'induction du phénotype mésenchymateux induit par l'infection par la bactérie in vitro,
de bloquer l'augmentation d'expression du marqueur souche CD44 et du facteur de transcription ZAB1 de l'EMT, induit par la bactérie, et enfin de bloquer la formation des tumeurs sphères induits par l'infection. Tu essaies de terminer en 1 minute Oui. Donc, en résumé, l'infection à Helicobacter pylori, c'est le premier hit qui induit cette cascade de lésions prénéoplasiques et inflammation chronique, puis EMT et émergence de CSC, avec notamment l'implication de cette voie hypo dans ces processus. Donc, nous avons d'autres chercheurs au laboratoire qui s'intéressent actuellement à la contribution d'autres bactéries dans ce processus et qui étudient le microbiote associé au cancer gastrique. Nous avons montré que les CSC sont détectables par les marqueurs CD44 et LDH, un peu comme pour les CSC des autres organes, et qu'elles représentent une population très faible dans la tumeur qui a ses propriétés de chimio-résistance. Et enfin, qu'il est possible de cibler les CSC par différentes stratégies en induisant leur sensibilisation au traitement actuel. On peut également forcer leur différenciation. On a publié un papier sur l'ATRA qui induit de la différenciation des CSC. On peut bloquer leur métabolisme en les ciblant avec la metformine ou encore cibler des voies de signalisation telles que la voie hypo. Donc, vous avez ici une image des personnes du laboratoire. Donc, je remercie toutes les personnes du laboratoire qui ont contribué à ce travail, notamment les étudiants en thèse actuels et passés, nos principaux collaborateurs, les cliniciens, sans qui ce travail n'aurait pas été possible, et enfin nos soutiens financiers. Merci de votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Valérie. Merci, c'était très joli. J'ai une question peut-être un peu annexe par rapport au LIF. Donc vous dites que ce LIF bloque finalement les propriétés souches, souches cancéreuses. Et en fait, je me questionnais sur le fait que dans Helicobacter, donc sur les personnes infectées, il n'y a que 1% qui développent, on a la chance qu'il n'y ait que 1% des personnes qui développent ces cancers. Et je me demandais si c'était associé à une différence d'expression de ce facteur LIF entre ceux qui vont développer et ceux qui ne développeront pas ce cancer. C'est une bonne question. Donc, ça fait partie des choses qu'on veut explorer. Donc, on est actuellement en train de mettre au point l'immunohistochimie contre le LIF récepteur, parce que c'est beaucoup l'expression du récepteur en fait qui va être déterminante aussi. Et donc, c'est quelque chose qu'on va regarder. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que chez les patients atteints de cancer, on va avoir une baisse d'expression du récepteur. Et après, pour ce qui est de l'expression du LIF, dans les lésions prénéoplasiques, je ne pense pas que c'est été étudié, à ma connaissance. Une dernière question? Oui. À droite, allez-y. Oui. Oui. Et c'est lié normalement au développement, c'est impliqué dans le développement. Est-ce qu'on connaît les acteurs extracellulaires qui vont activer cette voie ou pas? Oui, ils sont extrêmement nombreux. Donc il y a les complexes de polarité cellulaire. Donc dès qu'il y a un facteur extérieur qui va perturber la polarité des cellules, ça va jouer sur l'état d'activation de la voie. Il y a la rigidité de la matrice extracellulaire qui va rentrer en compte aussi. Et on sait qu'au cours du vieillissement, on va avoir une altération de la rigidité de cette matrice et qui peut contribuer à une activation de cette voie-là. Il y a de nombreux facteurs de croissance et cytokines capables d'activer la voie. Je vous ai parlé ici du LIF. On a vu la voie aussi Sonic Hedgehog précédemment, la voie Notch. Il y a également des voies métaboliques, la voie de l'AMPK qui peut jouer sur cette voie. Donc vraiment, les facteurs qui influencent l'état d'activation de la voie hypo sont extrêmement nombreux. Donc est-ce que cette voie peut constituer des cibles thérapeutiques? Est-ce que certaines enzymes ou GPCR peuvent constituer des cibles thérapeutiques ou ça serait trop compliqué? Potentiellement. Typiquement, là, vous voyez, c'est ce qu'on essaye de voir avec le LIF récepteur. Est-ce qu'on peut moduler en détectant le LIF récepteur et potentiellement en traitement au LIF? Et après, au niveau des inhibiteurs pharmacologiques, ça peut être des inhibiteurs des voies de signalisation impliquées en aval de ces récepteurs et de ces éléments extracellulaires, ou alors directement des inhibiteurs qui vont aller taper sur YAP-TAZ-TED. Je vous ai montré un exemple ici avec la vertéporphine. Il y en a bien d'autres qui ont été décrits. Il y a la dobutamine et bien d'autres. Souvent, l'action de ces inhibiteurs pharmacologiques, elle n'est pas directe. Elle est sur des voies de signalisation qui vont conduire à une activation de ces éléments.
Donc dans ceux qui sont vraiment extrêmement directs, il n'y en a pas tant que ça. Il y a la vertéporfine que je vous ai montrée là. Il y a des données structurales sur IAP avec l'inhibiteur. Est-ce qu'il y a des données à l'échelle atomique, des structures qui ont été déterminées? Probablement. Dans le papier où ils ont décrit initialement cette interaction de la vertéporfine avec Yaptase et puis qui bloque l'interaction avec les TET, mais je ne saurais pas vous dire plus en détail. Donc on va arrêter cette session. Je remercie tous les orateurs pour ces présentations qui étaient particulièrement intéressantes et qui nous ont éclairés sur les différentes stratégies thérapeutiques, mais également sur la caractérisation des cellules souches cancéreuses. Et donc on peut partir à la pause. Tous.